Mesdames et messieurs, bonsoir, Sahaïtkoum, heureuse de vous retrouver ce soir en direct dans Question d'actu. Élever la capitale au rang de métropole internationale, c'est la volonté des autorités du pays. Récemment, un exposé détaillé a été présenté par le Wali d'Alger au ministre de l'Intérieur, Brahim Red, qui a dévoilé les 4 plans destinés à hisser la capitale au rang des grandes capitales méditerranéennes et mondiales. Une vision prospective qui se traduira par de nombreux projets structurants dans le cadre de 4 schémas que nous détaillerons avec nos invités. De grands efforts sont déployés pour améliorer le cadre de vie dans la capitale, moderniser les infrastructures et réhabiliter son patrimoine culturel ancestral, en particulier la Casbah d'Alger. Des plans d'aménagement de la capitale ont déjà été proposés par le passé. Qu'est-ce qui va changer avec celui-là? Restez avec nous. Les questions seront posées donc à nos invités. Et puis nous parlerons de la situation au Soudan. Explosions, raids aériens et tirs n'ont pas cessé depuis le 15 avril à Khartoum, poussant à l'exode des milliers d'habitants de la capitale plongés dans le chaos. Ceux qui ne peuvent s'enfuir tentent de survivre, privés d'eau et d'électricité, soumis aux pénuries de nourriture et aux coupures d'internet et de téléphone. Les combats ont déjà fait plus de 459 morts et 4000 blessés. Le premier vol de rapatriement des ressortissants algériens établis au Soudan atterrit hier soir à Alger sur instruction du président de la République. Des ressortissants palestiniens et syriens ont été également rapatriés par l'Algérie. Et enfin, nous terminerons par la crise aiguë qui sévit au Maroc. Le Maroc qui connaît son pic d'inflation le plus élevé depuis 30 ans. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de plus de 16%, frappant durement les familles les plus pauvres et poussant plus de 3 millions de personnes supplémentaires en dessous du seuil de pauvreté. La rue bouillonne et fait craindre une implosion. Mais pour la première thématique, Alger qui se modernise, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Ammar Krimet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé d'études et de synthèse à la wilaya d'Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également avec nous Monsieur Lardar Gers. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également chargé d'études et de synthèse au niveau de la wilaya d'Alger. Merci d'avoir accepté, messieurs, notre invitation. Sahaïtkoum. C'est nous qui vous remercions de nous donner l'occasion d'exposer à nos concitoyens la vision de développement de la wilaya d'Alger. Voilà, alors Alger qui fera peau neuve ou qui veut faire peau neuve pour les prochaines 4 ou 5 prochaines années. Alger qui se modernise pour se hisser donc au rang des capitales internationales. Alors on doit dire que nous avons tous les atouts. Nous avons des atouts exceptionnels aujourd'hui pour faire d'Alger une capitale qui rayonne sur le monde. De grands efforts sont déployés pour améliorer le cadre de vie dans la capitale. Je le disais donc avec la modernisation des infrastructures, il y a plusieurs plans, le plan blanc, le plan bleu, le plan jaune et le plan, la dernière couleur, voilà, verte pour l'écologie. Et donc il y aura la réhabilitation-restauration du vieux bâti, la Casbah, il y aura le transport routier, le front de mer, bien sûr, et puis le plan vert, tout ce qui est écologie. Alors, je vais vous demander d'abord, avant de détailler tout cela, je vais vous demander ce qui va changer réellement cette fois-ci, parce qu'on a souvent parlé de plans d'aménagement de la capitale. On a souvent entendu dire que nous voulions moderniser la capitale. Qu'est-ce qui va changer cette fois-ci ? Qu'est-ce qui fera que nous allons réellement passer à l'action ? Il y a aussi des actions qui sont déjà engagées, qui sont en cours. Donc, salam alaikum, sahaïdkoum. Je tiens à remercier le canal Algérie ainsi que l'émission Question d'actu pour cette invitation. Et permettez-moi de faire quelques rappels pour apporter des éclairages à nos téléspectateurs. En effet, vous venez de le dire, donc les pouvoirs publics ont décidé de rehausser la capitale au standing international, donc sa métropolisation, à l'instar des grandes villes de métropole de la Méditerranée. Et pour cela, il a fallu donc doter la capitale d'un instrument d'urbanisme fort, percutant et en même temps qui est opposable au tiers. Donc c'est ce qui a été fait et la capitale donc s'est dotée d'un taux d'Alger qui a été mis en vigueur le 5 décembre 2016 et ce taux il était doté également d'un contrat de métropole qui est un instrument d'aménagement de l'espace et de développement, de gestion du territoire. Celui-ci, il repose sur un modèle d'aménagement et de développement du territoire qui s'étale sur 20 années.
C'est à l'horizon 2030 ou 2035. Tout à fait. Voilà, oui. tout à fait. Donc ces 20 années démarrent à partir de 2015 pour aboutir en 2035. Donc il s'est segmenté en quatre quinquennats. Les 4 quinquennats, dont le premier qui a démarré donc en 2015 pour arriver à 2020. Et ça concernait la thématique de l'embellissement de la capitale. Ensuite, nous avions le deuxième qui démarrait de 2020 à 2025 et ça concernait l'aménagement de la baie d'Alger. Le troisième, c'est pour aller faire de la requalification en périphérie d'Alger. Ça veut dire que c'est les communes qui sont derrière, donc dans le sud, l'est et l'ouest des communes qui contournent Alger central. Voilà, en banlieue. Voilà. Et nous aurons donc comme dernier quinquennat qui va être consacré à la consolidation de tous les programmes de développement, tous les projets qui seront consolidés pour enfin voir la capitale écrire son histoire. Et là, justement, donc, M. Louali d'Alger, dans le cadre d'une vision actualisée des projets de développement de la capitale, il a donc mis au point une feuille de route qui, justement, comme vous venez de le dire, s'articule sur les quatre plans, le plan blanc, le plan jaune, le plan vert et le plan bleu, qui feront l'objet effectivement de débats à travers les projets qui les consistent. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui tous les outils juridiques pour pouvoir justement poursuivre ces projets. Alors nous avons eu l'occasion de faire une réunion de travail avec le Wali justement avant cette émission, avec la sous-directrice de l'information Nawal Abada, où il nous a expliqué un peu sa vision. Aujourd'hui, on veut d'une capitale intelligente, où il fait bon vivre, une vivante, interconnectée, connectée, moderne. C'est cela aujourd'hui l'objectif. C'est ça l'objectif de la wilaya. D'ailleurs, la vision de développement de la wilaya s'articule autour de 4 thématiques donc, que vous avez citées. Donc le plan blanc qui a trait à la réhabilitation du vieux bâti. Le plan vert, donc, pour les équilibrer écologiques et mettre à la disposition de nos concitoyens des espaces de détente. Le plan bleu, donc, pour la reconquête du front de mer, donc rétablir le lien ombilical qu'il y avait entre la Médina et la mer. Et enfin le plan jaune, qui traite de la mobilité et des déplacements. Alors c'est une vision d'ensemble, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne développe pas chaque plan à part, mais tout sera connecté. C'est une vision, dans un schéma de cohérence. C'est une vision intégrée. C'est vrai qu'on a 4 thématiques, mais elles sont interdépendantes. Donc, si vous permettez... Bien sûr. Alors, je voudrais juste préciser qu'aujourd'hui, nous avons parlé en général de ce plan de réaménagement et de réhabilitation de la capitale. Nous détaillerons dans nos émissions futures plan par plan. On va commencer par d'abord le plan, je pense, de congestion. Aujourd'hui, celui qui étouffe un petit peu la capitale, c'est bien les embouteillages, c'est bien le trafic routier, le réseau routier qui n'est pas assez développé, qui arrive à sa limite. Aujourd'hui, il est essentiel de le développer. Okay. C'est le plan jaune. Pour ce qui est du plan jaune, donc la mobilité et le déplacement, donc la problématique de la congestion de la circulation, donc il y a plusieurs facteurs. Donc un flux de véhicules qui arrivent à la même heure, en même temps à la capitale, il y a une centralité des activités. Alors il y a 4 millions d'habitants sans compter le flux extérieur. Donc les non-résidents qui viennent sur Alger. Qui risque d'augmenter d'ici 2030 ou 2035. Il y a la croissance du parc automobile, qui est estimée à peu près à 8% par an. Et on a à Alger 1 700 000 immatriculations de véhicules. Donc tout cela fait qu'on assiste à des problèmes de congestion. Donc pour la prise en charge de cet aspect, donc on s'appuie sur 3 leviers. Donc 3 leviers concomitants qu'on doit faire simultanément. Donc parachever le maillage du réseau routier, donc qui est constitué par la rocade sud, l'autoroute de l'Est et la deuxième rocade, donc qui constitue l'épine dorsale du schéma routier, plus toutes les pénétrantes. Donc qui irriguent les différents quartiers et prennent en charge tous les flux entrants et sortants. Le deuxième point, donc, c'est la régulation de la circulation par la mise en place d'un système de feu intelligent
Alors, on a souvent parlé de placer des feux tricolores pour gérer justement le flux dans la capitale. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas vu le jour. Est-ce que cette fois-ci, on va réellement aller vers cela? Là, c'est du concret. On est en train de finaliser avec un partenaire public. Donc, en première phase, l'équipement de 200 carrefours qui seront portés à 500. D'accord. Et vous disiez des feux intelligents qui seront dotés donc de caméras. De caméras donc qui permettent de gérer, donner la priorité à un flux par rapport à l'autre en cas de congestion. Donc c'est une gestion vraiment intelligente. Bien sûr couplée à la vidéosurveillance pour assurer la sécurité et les problèmes d'ordre public. Le troisième levier, c'est justement les transports en commun, donc le transport de masse. Donc actuellement, on a les lignes de métro qui sont réalisées avec leur extension. Le tramway. Avec les extensions aussi qui sont prévues. Et on est en train de réfléchir à d'autres modes de transport de masse, tels que les bus à haut niveau de service, ce qu'on appelle communément BHNS, ou bien le monorail. Il y a des simulations qui ont été faites, des études qui ont été faites, des propositions des simulations. On est en phase de la réflexion, donc ça mérite de pousser les études. Donc, nous, compte tenu des besoins, des flux entrants et des points d'intermodalité. Oui, c'est important. Donc, on a défini politique de stationnement, les parkings, aussi. On a défini deux itinéraires. Donc, un de la SAFEX jusqu'à Zeralda et Sidi Abdallah, qui fait 36 km. Et le deuxième, de Ouatsmar en passant par Kourifa, là où est prévue la future gare centrale, donc jusqu'à Birtouta. Le monorail ne nécessite pas des emprises, donc, puisque l'emprise au sol est de 1,20 m. Donc on peut travailler sans qu'il y ait beaucoup de problèmes de déviation de réseau. Nous avons aussi un terrain accidenté difficile à travailler. Et c'est des travaux qui peuvent être menés sous trafic. Donc on n'a pas besoin de fermer la circulation. Et cela ne va pas, déjà que nos routes ne sont pas très larges, donc tout à fait. Cela ne va pas engorger davantage. L'avantage, c'est dans la réduction de l'emprise. Donc il y a la réduction de l'emprise, donc ça ne bloque pas le flux de circulation, il continue les véhicules continuent de circuler. Et l'emprise est tellement réduite que ça devient intéressant. Donc c'est des poteaux, donc c'est le viaduc qui est supporté sur des poteaux, sur une petite emprise. Donc c'est réalisable sur le terrain de la capitale, c'est possible. C'est possible parce que c'est des piliers avec un chevêtre et on pose des poutres préfabriquées, donc 2 poutres pour les 2 sens. Donc l'intérêt, c'est aussi d'industrialiser les poutres et tout, donc c'est des poutres préfabriquées, donc on a la latitude de travailler en continu. C'est des moyens de fabrication locaux par les entreprises publiques. Donc, c'est des moyens qui sont disponibles. Ça fera aussi travailler, l'industrie. Donc, ajouter au fait que l'emprise du projet n'est pas importante, donc ça ne va pas causer des retards de réalisation à cause de la libération des emprises. Donc, 2 facteurs qui sont quand même très importants pour pouvoir réfléchir sincèrement sur cette question. Même en termes de budget, ils seront certainement revus à la baisse. En termes de budget, c'est à 30 à 35% moins cher qu'un métro conventionnel. Donc, et même les délais de réalisation sont réduits. Et puis on insiste sur l'intermodalité, donc tous les moyens de transport seront connectés. Il y aura des gares en fonction des flux et des pôles d'échange. Donc pour assurer l'intermodalité. Je voudrais ajouter, pour ce qui est de la gestion des carrefours, quand on a une bonne gestion, une gestion intelligente d'un carrefour, donc c'est pratiquement l'équivalent, comme si on augmentait la capacité de nos routes de 20 à 25%. Donc, donc il y a un impact très important, même sur le bon vivre, parce qu'aujourd'hui on arrive stressé au travail, on passe 2 heures sur nos autoroutes à cause de la congestion justement. Ça aidera donc à fluidifier la circulation, ça aura aussi un impact économique sur la capitale, un impact écologique, moins de pollution. Aujourd'hui on a tout à gagner en développant le transport et le réseau routier. Dépenses d'énergie.
Dépenses d'énergie également. Oui, vous parliez tout à l'heure aussi des pièces, également, de l'usure des pièces, de carburant que nous pouvons utiliser ailleurs. Le stress. Le stress, voilà, l'anxiété et le stress. C'est des éléments importants. Oui. Et sur le plan touristique aussi, les sites historiques seront reliés par ces moyens de transport. On pense à cela également. Donc, tout à fait. Donc, l'objectif de favoriser le transport en commun, c'est de diminuer donc l'utilisation du véhicule pour éviter la congestion des routes. Et donc, le transport en commun permettra d'accéder justement à tout site soit culturel, soit touristique. Donc, c'est ce qui va permettre aux citoyens algériens, aux visiteurs, d'aller où il veut, avec un temps réduit, peut-être même oui, comme ça se passe dans les capitales du monde aujourd'hui, on n'a pas besoin de prendre son véhicule ou carrément d'emprunter les moyens de transport pour visiter. En plus, pour pouvoir capter une partie du transport individuel par véhicule, donc le transport en commun doit être moderne, attractif. Oui. Donc la ponctualité, la réduction du temps d'attente, donc c'est des éléments importants. Le temps, c'est de l'argent. C'est pour ça qu'on réfléchit à des modes quand même modernes de transport en commun. On n'aura plus d'excuses pour arriver en retard au travail le matin. Oui, justement. Et pour compléter cet aspect, donc qu'est-ce qui va encore favoriser la situation dans le PNUD d'Alger, dans le macro-maillage? Il a prévu des carrefours, il a prévu des parkings relais pour justement capter les flux de circulation qui viennent de chaque coin de la wilaya. Et l'objectif, c'est que le véhicule, il va être stationné au niveau du parking relais et le citoyen va emprunter un mode de transport en commun à partir de là. Mais on le vit déjà avec ce qui s'est passé avec le métro. Je pense qu'on peut stationner au niveau de différentes stations, à Kouba, Haïbad, exactement. Et là, ça va se généraliser. Tout à fait. Voilà, ça donne une idée sur le reste. Alors, il y a aussi un autre plan, le plan blanc. C'est un projet qui est en cours depuis plusieurs années déjà, la réhabilitation du vieux bâti. Aujourd'hui, nous avons un véritable projet pour la Casbah. Il ne s'agit pas uniquement de la réhabiliter, de la restaurer, mais de la rendre plus vivante, plus attractive également. Oui. Lui rendre son lustre d'antan. Oui. Donc il y a plusieurs projets qui sont en cours et par rapport aussi au vieux bâti. Donc vous parliez des programmes antérieurs. Donc on s'est occupé de l'hypercentre et des boulevards emblématiques d'Alger. Pour le programme actuel, donc on va cibler les cités et les grands ensembles. C'est Bab el Oued, donc on va sortir Casbah, un peu sur Bellecour. En fait, c'est une continuité du programme de réhabilitation. Dans le cadre qui avait nécessité, alors j'ai un chiffre, la mobilisation de 50 milliards de dinars pour l'exécution du programme, et il y a eu plus de 7000 immeubles qui ont été c'était les fonds qui étaient mobilisés, c'était les fonds qui ont été mobilisés pour entamer cette opération de réhabilitation qui a connu un très grand succès auprès de nos citoyens. Donc c'est une opération qui continue. Oui, ça embellit la capitale, je pense que tout le monde apprécie cela. Tout à fait. Et maintenant, justement, elle entame justement l'opération de requalification de la périphérie, où les opérations de réhabilitation, de règlement de petits problèmes à l'intérieur des quartiers, derrière donc la ceinture dont on parlait, la ceinture de l'hypercentre d'Alger. Alors pour la Casbah, comment ça va se passer aujourd'hui? On va continuer donc à restaurer, à réhabiliter. Comme pour le problème des transports, il se posera aussi la question des propriétés, du foncier. Est-ce que là aussi nous avons les outils juridiques ou c'est en cours de travail? C'est à ce niveau-là que généralement ça peut bloquer. La wilaya est en train de mettre en place les outils juridiques qui vont nous permettre d'intervenir sur le tissu d'habitat de la Casbah. Donc c'est en cours. J'espère qu'on va finaliser ça rapidement, qui va nous permettre d'intervenir au niveau de la Casbah. Il y a même un projet de créer des terrasses aujourd'hui, sans dénaturer l'aspect architectural de la Casbah, mais de la rendre plus attractive, comme je le disais, puis impliquer le citoyen. Il faudrait aussi que lui aussi soit partie prenante dans le projet. C'est tout ça qui est en fait en train d'être étudié pour trouver les solutions pratiques. C'est-à-dire que maintenant, on se positionne dans l'aspect opérationnel. On ne doit plus
plus continuer à réfléchir, mais aller sur le terrain pour trouver des solutions opérationnelles. Donc actuellement, c'est ce qui est en train de Voilà, donc dire. les terrasses à l'image, nous avons les images en 3D. Ouais. Donc là, on ne peut pas ne pas impliquer le citoyen. Tout à fait. De toute En tout façon, cas, c'est- oui. le citoyen, Oui, allez-y. quand il voit des choses concrètes, Oui. il s'implique. Oui. Il ne s'implique pas dans les choses utopiques, mais quand il y a du concret, il s'implique. Oui. Et puis on peut en faire des maisons d'hôtes, des restaurants, un véritable centre culturel, la restauration, un boom économique au niveau de la Casbah et la faire vivre, parce que je pense que c'est ça qui est important et ne pas la laisser. Le métier, l'artisan, Voilà. tout ça va être redynamisé. Moi, je me souviens quand j'étais lycéen, lycée Aqba, la Casbah était vivante. Oui. Il y avait des artisans, il y avait des. On veut faire revivre la Casbah. Voilà. Nawal Abeda qui me disait l'enjeu est de la rendre vivante et de la laisser vivante et de ne pas en faire juste un musée. Non. Et au contraire. C'est de la faire revivre. C'est de la faire revivre C'est de vivre absolument. à l'intérieur de la Casbah. Alors, je le disais donc, vous, pour les outils juridiques, ils sont en cours donc de réflexion également. Il y a donc l'autre plan, donc on va passer peut-être au plan vert, où il y a tout l'écosystème qui doit être également étudié. Nous laisserons le front de mer en dernier, le plan bleu, la reconquête du front de mer. Expliquez-nous d'abord le plan vert, en quoi il va consister. Donc, le plan vert, on a plusieurs projets. Donc, on a le parc zoologique Ben Aknoun. Donc, Les travaux sont déjà en cours. Hein. sont déjà en cours et le point focal de la reprise c'est le projet Safari. Donc, toute la partie animalière et tout. Alors, ce que nous expliquez, Monsieur Louali, je vais vous interrompre, c'est de laisser les animaux vivre à l'extérieur carrément, en semi-liberté. Et c'est nous, les visiteurs, qui en... nous devons nous adapter. Voilà. C'est nous qui allons dans les enclos. C'est ça, les voir. oui. Comme ça se passe dans les parcs. Dans des véhicules. Dans des véhicules, voilà. Et ça va être un des parcs zoologiques les plus importants en Afrique. C'est déjà un poumon dans la capitale à exploiter. C'est déjà un poumon, ça fait plus de 320 hectares, dont 200 boisés. Et il y a le petit chemin de fer, il y a le train aussi qu'il faudra... Donc il est prévu un circuit en chemin de fer. Donc plus les différents aménagements, parcours, la voirie, les parkings, l'éclairage public... Tout et ça, on a un délai de réalisation pour cela? On se fixe des délais? Ça dépend des actions. Donc, oui, bien sûr. Les délais, pour le parc de Ben Aknoun, par exemple. Voilà, pour le parc de Ben Aknoun, pour tout ce qui est voirie, là, c'est une affaire de 2-3 mois. Donc, le train pour le circuit... il va être relancé, réhabilité. Mois, oui, avec des entreprises publiques. Oui. Le parc Safari, ça nécessite la mise en place de clôtures spéciales. Oui, donc, clôtures spéciales, les bassins. La réalisation de certains enclos. Voilà, des enclos. Et puis il y a le parc Dounia également, qui sera lui aussi touché, un seul versant, celui du Nord en première partie. Voilà, le parc Dounia, il fait 1090 hectares. Pour le moment, on est en train de travailler sur la rive droite, qui fait à peu près 307 hectares. Alors comment est-ce qu'on pourra profiter de cet espace? Qu'est-ce qui sera réalisé au niveau du parc Dounia? Donc le parc Dounia, actuellement, il y a deux lacs. Il y a 2 lacs et il y a les parcours pour il y a le club équestre là-bas. Oui, il y a quelques activités pas très développées, mais donc les pistes cyclables, les circuits pas très ombragés par contre. Il faudrait peut-être créer plus d'endroits où on pourrait s'abriter parce qu'il est bien exposé au soleil. Voilà, on le voit à l'image. Il est prévu des pergolas. Des pergolas pour permettre, en attendant que les arbres nous fournissent l'ombre nécessaire. Oui. Voilà. Le temps que ça pousse, mais il faudrait penser à créer des pergolas également. Il y a le lac, on l'a vu. Et les gens ne connaissent pas parce qu'il n'est pas visible de oui, c'est vrai.
Pour ceux qui aiment la marche, peut-être. Mais c'est un espace qui peut être exploité pour cette saison. D'ici l'été ? D'ici l'été, oui. On peut même développer des sports, des sports aujourd'hui, ce qui est prévu pour le front de mer. Aujourd'hui, les sablettes, ça a été un des plus grands projets, cette reconquête du front de mer, mais ça va aussi plus loin que cela. On veut développer davantage notre amour avec la Méditerranée. Voilà. Pour ce qui est des sablettes, moi je voudrais préciser que en réalisant les ouvrages de protection maritime, on a gagné pratiquement 14 hectares sur la mer. Donc, mais déjà, ça a plu au public, parce que les sablettes aujourd'hui sont très fréquentées. C'est un lieu très fréquenté. Il y a une très belle promenade. Piscines, et on compte aujourd'hui développer davantage et la connecter à d'autres lieux de la capitale, si j'ai bien compris le plan. Oui, bien. Créer des routes, des ponts qui nous mènent directement vers les sablettes. Des passerelles. Il y a une passerelle qui traverse le jardin d'essai. Elle fait la continuité en fait de la promenade de l'indépendance. La promenade de l'indépendance qui prend naissance à partir du sanctuaire des martyrs. Ensuite, il y a tout un itinéraire pour descendre vers la mer en empruntant justement le musée des Beaux-Arts, le jardin d'essai, la villa Abdeltaïf. Ensuite, pour le Cervantes. Très beau parcours. Cervantes. Ensuite, on aboutit vers le jardin d'essai. Et là, pour traverser la route, il y a un projet de passerelle qui va être réalisé pour aboutir au niveau des sablettes, derrière la station d'Essalement, et ça fera une continuité de promenade de la baie d'Alger au niveau des sablettes. Donc c'est une continuité d'aménagement. Quand vous allez trouver encore plus loin pour enjamber Oued El Harrach pour aller vers l'esplanade de Jam' al-Jazair. Là aussi, il y a un ouvrage qui va être réalisé. Qui va être justement au profit du citoyen pour pouvoir avoir une promenade linéaire, continue, du bout en bout. Ah oui, là c'est bien parce que c'est en surface plate. On peut largement marcher facilement. Et puis il y a aussi l'aménagement de Oued El Harrach. Avant d'arriver à Oued El Harrach, je voudrais préciser qu'il n'y a pas que Sablette. Donc les aménagements sont en cours au niveau de Borj Kifan, Verterie, Bateau Cassé. Donc les aménagements jusqu'à Borj El Bahri. Donc c'est toute la côte. Voilà, c'est des ouvrages de protection avec l'aménagement d'esplanades et de parcours de promenade. Et donc développer également les sports. Mais avant les sports, il faudrait terminer l'aménagement de Oued El Harrach, qui est une prouesse déjà aujourd'hui. Oued El Harrach, on est pratiquement au voie d'achèvement. Oued El Harrach, beaucoup de choses ont été faites. Donc sur 18 kilomètres. Donc on a protégé les berges, on a réalisé des parcours, des terrains de sport, des aires de détente. Donc qui va être complété par la réalisation d'une passerelle qui va relier les deux berges de Oued El Harrach. Donc la continuité d'aménagement. Pour quand ? Des sablettes vers la... Et là aussi, on a une estimation ? Il fait partie des projets dont M. Donc c'est ce qui est projeté pour le moment. Oui, c'est ce qui sera projeté. Et pour les sports nautiques, ce sera prêt pour cet été déjà ou pas ? Il y a déjà eu des activités qui ont été lancées de planche à voile. Donc il y aura l'aviron, la planche à voile, il y aura de la plongée sous-marine. Alors d'ici 4 ou 5 ans, la capitale sera différente de ce que dans laquelle nous vivons, de celle dans laquelle nous vivons actuellement. Inch'Allah. C'est ça, on se donne 4 à 5 ans. Moi, je suis convaincu que le visage de la capitale va changer. Continue de ça changer. Parce que c'est des actions, on est sur des actions concrètes et palpables. C'est pas des projets. Alors, on a le retour de téléspectateurs qui disent on attend avec impatience que ces projets se concrétisent. Je pense que ça réussira à redonner espoir à tout le monde, à créer un cadre de vie agréable dans la capitale, à la faire vivre sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan sportif. En fait, l'impact sera important. Et c'est très important. Il y a aussi la reconquête de la mer. On dit toujours que Alger donne le dos à la mer et donc tous les efforts sont déployés pour que l'inverse soit fait. Donc c'est s'ouvrir vers la mer. Absolument. Donc c'est la récupération de ces espaces d'une façon continue. Avec le temps, on va le faire, Inch'Allah. Et les projets vont le prouver.
tous les projets qui sont actuellement initiés par M. Louani vont dans cet objectif. À l'exemple du projet au niveau des voûtes, à l'espace de la pêcherie, ça c'est une continuité d'aménagement. Donc si on vient à partir de la Casbah, si on descend à partir de la Casbah, il y a des projets qui sont importants comme la promenade de la mémoire. On vient et on arrive à l'aboutissement vers la mer, vers les terrasses. Tout nous mène vers la mer. Voilà. C'est ça. Donc il y a tout un projet d'esplanade qui va être dédié aux citoyens pour avoir une certaine continuité d'aménagement à partir de la rue. Voilà. On a un peu les images. Eh bien, il ne reste plus qu'à espérer que ça se concrétise, tous ces projets, tous ces 4 plans. Voilà. C'est les piscines de Bab el Oued. Il y a aussi une réalisation de plusieurs piscines. Oui, ça fait partie des projets de la capitale. C'est ce qu'on appelle les piscines de Bab el Oued. On est à combien de piscines maintenant? Je pense qu'on est passé... Il y en a beaucoup, oui. On n'a pas les chiffres. Non, il y a 3 ou 4. Non, mais la réalisation de piscines... Il y a les piscines et les bas naturels. C'est les espaces. Ah, piscine, d'accord. Okay. Eh bien, très bien, messieurs, merci de nous avoir informés en détail sur ces projets. Je vous le disais, pour les prochaines émissions, nous détaillerons plan par plan les plans proposés donc par la wilaya d'Alger pour redorer le visage de la capitale et faire en sorte qu'elle rayonne au niveau mondial, qu'elle se modernise. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot, Monsieur Gers, peut-être? Oui. On vous remercie pour l'invitation et on se fera un plaisir de revenir pour détailler un peu plus. Ah oui, nous sommes là, nous vous accompagnerons différents plans. Et nous suivrons les évolutions. Merci Monsieur Klimat, merci Monsieur Gers d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Nous allons passer à notre seconde thématique. Je vous le disais dans l'introduction, le Soudan qui est en proie en violence. Des affrontements ont éclaté le samedi et 15 avril entre le chef de l'armée Abdel Fattah el-Burhan et le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hamidati, qui commande les forces de soutien rapide. La population retient son souffle depuis. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par Yamina Saïdji. On revient juste après pour le débat. Les affrontements se sont poursuivis aujourd'hui à Khartoum, où des avions de chasse de l'armée ont survolé toute la journée la banlieue nord de la capitale, essuyant les tirs à l'artillerie lourde des forces de soutien rapide. Les combats meurtriers opposent les deux camps depuis 12 jours. L'ONU tire la sonnette d'alarme, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à une solution durable au conflit qui est en train de transformer une crise humanitaire déjà grave en véritable catastrophe. L'adjoint du secrétaire général de l'ONU a rappelé lors d'une réunion du Conseil de sécurité que même avant le déclenchement de la crise, les besoins au Soudan atteignaient un niveau record. Un tiers de la population du pays avait besoin d'aide humanitaire. Les violences ont fait à ce jour 460 morts et plus de 4000 blessés et ont entraîné le déplacement de milliers de civils de la capitale. En plus du danger qui pèse sur les vies humaines, le système de santé est également menacé. 72% des hôpitaux au Soudan, notamment ceux situés dans les zones d'affrontement, ne fonctionnent pas. Selon le syndicat des médecins soudanais, ceux qui restent sont également menacés de fermeture. Quelques 6000 personnes de différentes nationalités ont traversé la frontière avec l'Éthiopie. Selon des responsables soudanais, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont déjà arrivées dans l'ensemble des pays frontaliers du Soudan. Au total, 270 000 personnes pourraient fuir les zones de combat, selon l'ONU. Alors, on revient sur notre plateau. Je reçois Monsieur Mehdi Boukhalifa. Bonsoir. Vous êtes journaliste et auteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons également avec nous Kamel Mansari. Bonsoir. Vous êtes directeur de publication Journal Le Jeune Indépendant et consultant de Canal Algérie sur les questions internationales. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se passe réellement au Soudan. On va revenir d'abord à la genèse de ce conflit. On l'a vu, les combats s'intensifient malgré le cessez-le-feu. Donc il n'y a pas eu, les armes ne se sont pas tues malgré l'annonce d'un cessez-le-feu de 3 jours. Il y a eu un couloir humanitaire qui a été créé, mais on n'a pas réussi à faire taire les armes. Alors cette confrontation sur le terrain est le résultat d'une longue chaîne d'événements et de tensions. Kamel Mansari, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que les affrontements ont repris ?
Pas les affrontements en repris, mais en tout cas, voilà. Évidemment. Mais en tout cas, c'était des... Exactement. Si on devait revenir dans l'histoire du Soudan, c'est presque cyclique. C'est un pays qui s'est construit autour des coups d'État, donc depuis Nouméry jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est nécessaire à savoir dans la situation actuelle, c'est le fait qu'il y a eu, depuis la révolution de 2018, la révolution populaire, qui s'est sondée le 11 avril par la chute de Omar al-Bashir en 2019. Donc, forcément, il y a eu un accord sur lequel il fallait faire en sorte à remettre les institutions en service, et rendre la gouvernance civile. Donc, il fallait créer un accord qui a été conclu entre la représentation de la révolution et disons, les putschistes, ceux qui ont poussé Omar al-Bashir à la porte, qui sont le ministre de la Défense, Burhan, et bien évidemment Hamidati, Mohamed Hamdan Daglo, qui était devenu son adjoint. Il y a eu la création d'un conseil composé de 11 membres qui avait pour mission justement de gérer la transition qui a été fixée à 2 ans. Mais il y avait d'autres conditions qui étaient posées pour pouvoir remettre l'ordre dans le pays, à savoir la reconstruction de l'armée ou bien la réunification de l'armée. Il y avait une milice parallèle qui est le force de soutien rapide qui existe depuis, disons, 2003, qui a été créée d'abord par Moussa Hillel, donc le précédent qui a été arrêté, accusé de crimes et de génocide, qui a été arrêté en 2017 puis libéré récemment. Donc il a en fait laissé la place à Hamidati, qui est devenu lui-même l'adjoint, le dirigeant de la force d'abord, et ensuite il est devenu le bras droit de Burhan. Donc c'est tout, les deux se sont ligués contre Omar al-Bashir. Et c'est-à-dire qu'à la base ils étaient alliés. Ils étaient alliés, mais c'est symptomatique. À chaque fois, on a l'impression qu'au Soudan, les trahisons, les complots contre les dirigeants se succèdent et sont le fait des adjoints de ceux qui les ont aidés. Donc c'est pratiquement devenu une tradition. Bien évidemment, c'est devenu une tradition au Soudan. On prend le pouvoir et après il y a les trahisons ou les complots les uns contre les autres. Et c'est le cas aujourd'hui entre Hamidati et Daglo. Pourquoi ? Parce qu'il était question que la FSR, les forces de soutien rapide, font partie intégrante de l'armée. Au bout, la proposition était de 2 ans. Hamidati n'en veut pas, il veut que ce soit 10 ans. Et là, mais il n'y a pas que ça, donc il y a d'autres facteurs parce que... C'est-à-dire qu'il y avait des tensions qui commençaient à se profiler. Qui étaient discutés et qui n'ont pas abouti à aucun résultat par rapport au grade, parce que Hamidati voulait défendre ces éléments qui ont été les véritables acteurs de la stabilité. Il s'autoproclame d'avoir réussi à sauver le pays de la deuxième sécession après celle du Sud et celle du Darfour. Donc il disait que nos cadres ou bien nos soldats devaient avoir des grades conséquents, c'est-à-dire qui répondaient à leur... C'est l'équivalent d'une armée, ce qu'il a aujourd'hui, bien équipé, ils sont nombreux et ils sont présents dans la capitale. Pas tous les matériels que l'armée soudanaise a, il ne possède pas d'artillerie, disons, il ne possède pas l'artillerie ni l'aviation, au moins des chars et donc. C'est un peu difficile, il a 200 000 hommes. Certes, il a entre 140 et 200 000 hommes. L'armée soudanaise, c'est pratiquement 200 000 hommes, et qui sont, dont la majorité sont des conscrits. Donc, c'est un peu difficile pour un pays qui souffre d'une crise économique aiguë, d'une sécurité chronique, et bien évidemment d'autres problèmes qui se sont enchevêtrés et qui sont greffés pour donner lieu à une situation. On va revenir à ces problèmes-là. Mais quel a été l'élément déclencheur aujourd'hui entre les deux belligérants ? Je crois, si vous voulez, moi je reviens un peu ce qui se passe un peu en underground par rapport à l'aspect politique de la problématique du Soudan. C'est que ce pays, depuis un peu plus de 40 ans, n'arrive pas à avoir une stabilité politique pérenne. Et comme venait de le dire M. Mansari, c'est que cette instabilité politique est aiguisée par des appétits, si vous voulez, de dominance, et c'est ce qui fait qu'on oublie un peu, si vous voulez, un peu la stabilité des institutions, la stabilité du pays, et notamment politique. C'est ce qui a conduit à la fin des années 90 à la partition du Soudan, avec la naissance du Soudan.
question du Darfour. Oui. Et là, c'est-à-dire que au vu de ce qui se passe actuellement avec les rapatriements, les évacuations des personnels diplomatiques. C'est-à-dire que la situation se dégrade davantage aujourd'hui, le rapatriement. Absolument. On voit que le pays est pratiquement abandonné. C'est un peu le sauve qui peut. Nous, nos autorités, alhamdoulilah ya Rabbi, sont arrivés à évacuer avec le personnel diplomatique. Mais la question on a vu que la situation sécuritaire de la population. Que va devenir le Soudan maintenant que tous les pays ont évacué leurs ressortissants, en particulier le personnel diplomatique. Oui. C'est-à-dire que cela peut se développer en crise humanitaire aujourd'hui. Ils sont déjà dans une situation économique aiguë, très grave. Avec la scission du Sud, ça fait perdre les revenus pétroliers. C'est l'un des pays les plus riches sur le plan de c'est-à-dire que les ressources naturelles sont importantes, mais c'est une lutte de pouvoir aujourd'hui à laquelle nous assistons. Il a une richesse extrêmement importante qui fait même frémir Washington. C'est des lobbies économiques. Bien sûr. C'est la gomme arabique. Sans gomme arabique, vous n'avez pas de Coca-Cola. Donc, tous les lobbies de l'industrie des boissons américaines, Pepsi et Coca-Cola. Sans citer les marques, si c'est possible, merci. Je vous en prie, je m'excuse. Mais tous ces lobbies-là, c'est derrière certaines richesses naturelles du Soudan. Oui, on sait qu'il y a toujours des intérêts cachés des puissances derrière, mais aujourd'hui, pour revenir à ces affrontements, c'est une lutte de pouvoir donc, à laquelle nous assistons. C'est non seulement une lutte de pouvoir, c'est une néon, mais qui est greffée derrière l'arrière-plan, c'est des luttes tribales en réalité. C'est-à-dire la force des FSR n'est pas une force de recrutement qui a recruté des individus par voie légale ou par voie d'annonce, comme le font toutes les armées sérieuses et les armées qui sont vraiment institutionnalisées et tout. Donc c'est un recrutement à la va-vite ou bien. Donc c'est une milice. Donc une milice, c'est l'argent. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il s'agit de deux armées qui s'affrontent, mais deux puissants, 12 seigneurs de la guerre, si vous voulez, on peut les appeler seigneurs de la guerre. C'est des seigneurs de la guerre. C'est là où le Soudan se retrouve dans une situation encore, c'est une première. Donc d'habitude, les Soudanais faisaient face à des tentatives de sécession, comme il y a eu lieu avec le Soudan Sud, puisque vous avez parlé de richesse, des 75% des richesses pétrolières qui se trouvaient, dont appartenaient au Soudan, ils les ont perdues, ils se sont retrouvés de l'autre côté de la frontière. Ils se tournent vers l'or maintenant. Et le Darfour, c'est une immense terre fertile. Il y a aussi l'or à Jebel Omar, donc il y a tout un intérêt qui fait bouger que ce soit Hamidati ou bien Omar Hamdan. Ça c'est un détail, mais la raison pour laquelle il fallait, parce qu'il y a eu une pression sur Hamidati, il fallait qu'il accepte l'accord cadre, qu'il accepte les 2 ans, mais lui il ne voulait pas, parce que comme j'ai dit, il y avait des problèmes de grade, il y avait un problème de salaire, il y avait un problème de retraite, qui devait partir en retraite parmi les FSR ou pas, qui devait bénéficier de salaire ou pas, ceux qui devaient être intégrés dans quel grade. Donc il y a eu des tiraillements, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Comme il y a eu des tensions, les habitants du Soudan sentaient qu'il y avait des tensions. On a lu ça à travers la presse. C'est une question de temps finalement. Oui, on attendait que l'étincelle. Elle a eu lieu lorsque Hamidati a transféré toutes ses troupes vers la capitale et il voulait prendre le pouvoir. Et bien évidemment, il y a un point qu'on pouvait dire qui est favorable à Hamidati. C'était le premier à demander une transition courte. Il a demandé 6 mois, contrairement à Borhan qui a demandé 2 ans. Donc c'est là un petit peu le point de discorde entre les deux belligérants. Alors aujourd'hui, le Soudan a des frontières avec 7 pays au total, chacun ayant des problèmes de sécurité. C'est aujourd'hui une situation qui peut déborder. Absolument. C'est-à-dire c'est un peu la hantise de tous les observateurs, c'est que déjà, je crois aujourd'hui, il y a eu un militaire égyptien qui a été tué. Et vous avez d'un autre côté la population soudanaise qui est en train de pratiquement de fuir. Et il est en train de fuir, il n'y a plus de nourriture, plus d'eau, plus d'électricité. Au niveau des frontières,
si vous voulez, les interventions armées ne sont pas à exclure, ne serait-ce que pour justement rapatrier, comme l'Égypte, pour rapatrier ces ressortissants. Donc, si vous voulez, je ne sais pas, alors aujourd'hui, il y a eu un appel à un cessez-le-feu de 3 jours. On l'a vu, il n'a pas été respecté. Il n'a pas été respecté, exactement. Il n'a pas été respecté. Si vous voulez, ça a duré le temps que le couloir humanitaire, d'ouvrir le couloir humanitaire, puissent évacuer leurs ressortissants. Mais maintenant, ils reviennent. Et là, c'est un peu le drame du pays, c'est que rien ne dit que ces affrontements ne vont pas s'arrêter. Sinon, ça va encore... On craint que ça devienne une guerre civile? On est déjà dans une guerre civile. C'est une guerre civile. C'est une guerre civile. Là, ce qui se passe, c'est une guerre civile réelle. Et puis ceux qui... Mais la population n'est pas encore... elle est prise en otage, elle n'est pas impliquée encore. Oui, mais il y a quand même des appels des anciens. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'anciens cadres et d'anciens dirigeants soudanais importants qui appellent à ce que la population soutienne l'armée. Donc attention, donc, il y a des anciens cadres. Je pense à Merghani, Mohamed Merghani, qui est rentré, qui était un ancien, dont le frère était président, Ahmed Merghani, était président du Soudan de 84 à 87 avant l'arrivée de Saad al-Mahdi. Donc il y a des appels des leaders politiques. Il y a les frères musulmans, c'est-à-dire ceux qui sont dans le parti du Congrès, l'ancien parti de Torabi. Et il y a aussi la gauche, et donc ne sans parler du Front du Changement qui regroupe plusieurs partis politiques qui sont en train d'appeler à soutenir l'armée. Non pas parce qu'ils sont pour Borhan, mais parce qu'ils veulent que l'armée soit stable, qui est l'épine dorsale du pays. Parce que choisir entre une armée structurée et une institution et des milices, pour la plupart, je dis pour la plupart des Soudanais, le choix est clair, contrairement à ceux qui ont des attachements tribaux, qui veulent à tout prix que la tribu prime sur l'intérêt ou l'institution. Donc on est dans cette situation. Pour revenir à la situation humanitaire, il faudrait rappeler que 57 des 75 hôpitaux actuellement sont inopérants, ne sont pas fonctionnels. Il y a un manque terrible d'électricité, de matières premières. Il est difficile d'acheminer les blessés d'un endroit à l'autre, que ce soit dans la capitale ou bien dans les autres villes du Soudan. Et là, on est face à une crise humanitaire qui s'accentue. Selon l'OMS, il y a plus de 60 000 enfants qui sont sous-alimentés. 15 millions de personnes, il y a 4 millions de personnes qui se sont déplacées à l'intérieur du pays, sans parler des 400 000 qui ont fui vers le Tchad et les 200 000 qui ont fui vers l'Éthiopie. Donc on est face à un drame humanitaire qui va s'accentuer et l'État n'a pas les moyens, aucun des deux partis n'a les moyens de les juguler. C'est-à-dire même les milices ou l'armée ne peuvent pas protéger les populations parce qu'ils sont dans une position de guerre. Donc, et ça risque d'entraîner d'autres pays. Il y a aujourd'hui des réfugiés vers le Tchad aussi qui n'a pas peut-être les moyens de résister face Il y avait déjà des Soudanais qui s'étaient réfugiés au Tchad depuis plusieurs années. Attention, donc ceux qui ont fui les combats au Darfour. Donc il y a une pression supplémentaire. Oui, c'est 400 000 de plus pour un pays qu'on connaît, qui n'a pas les moyens, qui est pauvre, comme le Tchad. Donc il va dépendre des aides humanitaires. Mais comment faire parvenir déjà les aides humanitaires au pays lui-même? Donc c'est ça ce qui est difficile. Maintenant, la question, est-ce que ça va entraîner des ingérences étrangères? Ça sera vraiment encore un cas, parce qu'il faut vraiment connaître la géographie du pays. Elle est difficile. Aucun État, c'est pas facile, parce que les Anglais qui ont essayé d'occuper le Soudan, ils sont rentrés vraiment, ça a été une catastrophe. Et on se rappelle les massacres qu'il y a eu déjà de soldats qui ont été... ça a toujours été un échec. Les soldats britanniques ont été tués parce qu'ils n'arrivaient pas à contrôler les régions. Vous savez, quand on a affaire à des tribus et quand on a affaire à des qui sont difficiles à mater ou bien et qui bougent, qui sont des nomades, ça sera difficile pour une force étrangère de rentrer. Parce que si c'était facile à rentrer, les étrangers l'auraient fait il y a longtemps. Donc est-ce qu'il y a un risque d'internationalisation du conflit ou pas? Personnellement, je ne pense pas, parce que si vous voulez, c'est comme ça s'est passé en Éthiopie, en Érythrée. Peut-être dans 2, 3, 4 semaines, si vous voulez, sera
moi je prédis, sans être pessimiste, je prédis une situation très difficile pour les Soudanais. Donc les belligérants, aucun des deux belligérants ne va cesser, si vous voulez, les hostilités. Et pour revenir à votre question, je dirais que on va laisser les Soudanais s'entretuer, s'entre-déchirer, et ce sera une autre guerre oubliée. Dans un mois, il y aura, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura jamais pénurie d'armes. Et donc, on va les laisser, parce que tout le monde est parti, ils vont s'entre-déchirer. C'est mon scénario. Ça restera un conflit soudanais, si on peut le dire dans ces termes. D'autant plus que le problème tribal va ressurgir. Il y a 3 ou 4 grandes tribus qui vont, si vous voulez, elles vont s'adresser directement aux deux belligérants pour essayer d'abord de calmer la situation. Sinon, elles vont prendre parti pour un ou deux belligérants. Alors là, ce sera le chaos. C'est difficile de se projeter. Non, pas de projeter. De penser au fait qu'on va les laisser, s'entretuer. Donc il y a des intérêts. Non, personne n'accepte que la situation ce n'est pas la Libye, tu vois. Même si c'était quand on voit la Libye, que ça n'aille pas vers le scénario de la Libye. Il n'y a pas une intervention déjà militaire qui a fait chuter le régime. Il y a un problème interne. Donc du moment qu'il est interne, donc il est maîtrisable par les Soudanais d'abord. Peut-être que l'armée va finir à bout des forces de soutien de Hamidati, probablement. Mais à quel prix ? Oui, peu importe. C'est-à-dire que quand je dis peu importe, dans le sens où il n'y aura pas d'internationalisation du conflit. Absolument. Il y a déjà des mécanismes qui vont être enclenchés. On a l'Union africaine, on a l'ONU. Justement, il y a eu l'appel du président de la République pour que cela soit réglé. Il y a eu des interventions dans ce genre. Plusieurs mécanismes pour régler. C'est-à-dire il y a eu déjà des crises au sein au Soudan et qui ont presque pris la même forme. Il y a eu aussi des accrochages et des violences, mais qui ont été maîtrisées grâce à des interventions, non pas ingérence militaire, mais il y a eu des médiations qui ont fini par faire taire les armes. Vous savez, qu'on n'oublie pas une chose, que la guerre entre Soudanais ne peut pas durer, parce que les tribus sont alliées. Il y a beaucoup d'alliances. Il y a beaucoup d'alliances entre les tribus, donc il y a une limite à ne pas franchir. Il y a certes une lutte contre des armées, mais pas contre des tribus. Il y a une différence, parce que les tribus ont un poids. On ne peut pas, parce qu'il y a Hamidati doit avoir Hamidati a des alliances avec la tribu de Borhan, comme les autres, mariage, alliance, intérêt, business et tout. Donc il y a des limites à ne pas franchir, et en plus il n'y a pas les infrastructures, encore moins les régions qui peuvent être contrôlées. Comme par exemple, on peut contrôler une ville entière. C'est pas possible avec la réalité géographique du pays, où un pays vraiment 80% de son territoire est désertique. D'ailleurs là, personne ne sait qui contrôle quoi. Les 46 millions sont concentrés au long du Nil et non pas à l'intérieur du pays. Donc il n'y a pas de ville réelle où on peut la contrôler. Donc c'est pour ça qu'il y a il y a une opacité sur qui contrôle quoi. Il y a des combats entre des unités militaires et non pas des combats. Les civils ne sont pas impliqués. C'est pour ça que je me demandais si c'est une guerre civile. Les civils sont impliqués à ce moment-là, on pourra dire que ça va être dur de régler. Les civils ne sont pas impliqués. Ce sont deux forces qui s'affrontent. Soit une force l'emporte, sinon ça sera... Alors M. Boukhalifa est plutôt pessimiste et pense que le chaos va encore perdurer dans le temps. Oui, absolument. Qu'il n'y a pas de solution encore qui se profile à l'horizon. Il faudrait qu'il y ait un gagnant ou comment Non, c'est-à-dire la situation au Soudan, il faudrait se rappeler qu'elle est déjà difficile. C'est-à-dire maintenant, il y a des gens qui veulent que la solution politique prime. C'est-à-dire il y a un programme, il y a déjà... Sinon, ça sera des sanctions. Le pays sera sanctionné par l'UA. Il sera sanctionné si la situation ne se règle pas. C'est vrai que tout le monde a pris la fuite, mais que les combats vont se poursuivre. Ils vont se poursuivre, pas pour que le pays disparaisse dans le chaos, mais il y a une étape à franchir. On ne veut pas reproduire le scénario libyen pour vous. Il n'est pas question d'aller vers un scénario aussi il n'y a pas d'ingérence étrangère, il n'y a pas d'armée présente. Donc il y a encore des chances à ce que cela se règle au niveau interne. Et pour les risques sur le débordement, sur la région, parce que le secrétaire général de l'ONU a été assez pessimiste sur la question et a fait craindre... Vous savez, il travaille sur des rapports.
Oui. Donc s'il est pessimiste, s'il a une opinion, si vous voulez, un peu négative sur la situation, c'est qu'il y a si vous voulez, il y a des rapports alarmants sur ce qui se passe, ce qui va se passer. Parce que le secrétaire général de l'ONU, c'est surtout, on se préoccupe d'abord de la situation politique, ensuite, si vous voulez, un peu les répercussions sur la région. De ce conflit. Non, d'abord sur la population soudanaise. C'est déjà un pays sous-développé. C'est déjà, si vous voulez... Et en crise humanitaire, en crise économique. Et c'est ce qui se passe actuellement. Si vous voulez, ça va faire encore reculer le pays de 40-50 ans en arrière. Et ce qui est un peu ahurissant dans tout cela, c'est qu'entre les deux belligérants, il y a une guerre médiatique, il y a une guerre de la désinformation. Il y a des informations, il y a l'intox à travers les réseaux sociaux. Chacun des deux belligérants essaie de gagner le terrain, mais sur les réseaux sociaux, si vous voulez, sur un espace qui n'existe pas. Dans quel but ? C'est justement dans le but. Si les armes n'arrivent pas à faire entendre raison à belligérants, on essaie si vous voulez, c'est une guerre médiatique entre les deux belligérants, comme Burhan, comme l'autre. Il y a eu justement dernièrement des rapports sur le fait que ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que, si vous voulez, le réseau Internet existe toujours. Il n'a pas été attaqué par les deux belligérants. Il y a eu des coupures quand même de téléphone, d'Internet dans certaines régions. Ils ont été coupés du monde. Parce que vu de notre... des autres villes. Oui. Dans les autres villes. Vous allez à Port-Soudan, la situation est pratiquement normale. C'est là où c'est un peu un des points de sortie du pays. C'est ça. Ils peuvent pas. C'est pas des armées qui peuvent contrôler tout le pays. C'est ce que je disais. Bon, le Soudan, c'est loin. Même le Darfour, il n'y a pas de combat. Au Darfour, ça sera des escarmouches entre les deux forces. Voilà, mais ça se concentre au niveau de Khartoum. Maintenant, si par exemple la situation n'était pas aussi difficile, notre diplomatie, l'État algérien n'aurait pas retiré l'ambassade. Absolument. Parce que c'est ça. C'est encore pire que l'Ukraine. C'est ça. C'est le signe qui dit que la situation est vraiment grave. Si la situation n'était pas aussi grave, personne ne serait parti aussi rapidement après quelques jours. Très rapide, 2 semaines. Après quelques jours de combat, parce qu'on sait que c'est deux belligérants qui sont là pour s'entretuer jusqu'à la mort. C'est pour ça qu'il y a eu une opération Sauve qui peut. Autre chose, c'est que il y a des forces qui ont de l'influence au Soudan, qui peuvent intervenir sur le plan politique. Et n'oubliez pas que beaucoup de pays, comme la Chine, comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats, ce sont des pays amis du Soudan et qui ont des intérêts dans le sens où il y a des investissements. Ils peuvent aider dans la création d'un environnement pour favoriser les négociations. En plus, y compris l'Algérie, elle a une très bonne réputation parmi la population soudanaise. Elle est écoutée. C'est-à-dire il peut y avoir des gagnants dans l'histoire, comme il peut y avoir des perdants. Parmi les perdants, ce sont Israël qui comptait sur le régime de Burhan pour favoriser une normalisation et à la faire venir aux accords d'Abraham. Mais ce qui s'est produit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite a fait voler en éclats cette ambition. Ça, on le sait. Donc maintenant, les Soudanais savent qu'ils ne peuvent pas compter sur les Israéliens, encore moins sur les Américains. Ceux qui peuvent le faire, ce sont d'autres entités, enfin d'autres pays, qui sont plus crédibles. Et je pense que des pays... L'Union africaine, les pays arabes... Il y a un sommet de la Ligue arabe qui va se dérouler le 19 mai. Il va discuter la situation au Soudan. Et probablement, ce sont des pays pivots comme l'Arabie Saoudite, l'Algérie, ou les Émirats, ou d'autres, ou l'Égypte. L'Égypte, il ne faut pas oublier qu'elle a un rôle central, dans la région, qui peuvent demain donner une solution et ramener les deux belligérants à la table de négociation. On l'a fait avec les Éthiopiens et les Érythréens. C'était une guerre qu'on croyait inextricable, mais elle a fini par aboutir. Et le maître d'œuvre, c'était l'Algérie. C'est frappé à l'époque. Et moi, je pense que même les Égyptiens ne vont pas rester les bras croisés. Oui, à leur frontière qui est concernée. Ils vont devoir gérer l'afflux de réfugiés. Et donc, je pense que, personnellement... Ils ont intérêt à aller à la table de négociation très rapidement. Il y aurait peut-être une intervention diplomatique de l'Algérie avec certains pays arabes pour essayer de contenir le conflit et ramener un peu tout le monde à la raison. Et sur cette dernière question, sur cette crainte du secrétaire général de l'ONU, à ce que toute la région soit concernée par ce conflit ? Je pense que
en tant que secrétaire général, il fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'un des principes de l'ONU, c'est la paix et la sécurité. Donc, forcément, un conflit qui éclate dans une région, on pense immédiatement aux autres aux régions voisines. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà en difficulté en plus. Oui. L'ONU sera obligée, le Haut Conseil de réfugiés devra gérer ces personnes-là. Donc tous ces. Oui. Déjà là, le PAM, le Programme alimentaire, n'arrive plus à travailler. Il n'y a rien dans ce pays actuellement. Oui. Donc comment faire? Mais maintenant, il y a aussi les Soudanais qui doivent aussi réagir. Il n'y a pas que. Il ne faut pas oublier le peuple soudanais. Il a le génie de régler ça. Il a le génie quand même s'il est dans une difficulté, il peut faire pression sur les deux belligérants et ramener. Nous l'avons fait. Et en plus de ça. Nous-mêmes, nous l'avons fait en 62, en 63, nous pouvons le faire, les Soudanais peuvent le faire aussi. Donc, imaginez un pays, je vous ai dit, il y a toujours, le génie soudanais, c'est de se réveiller des difficultés. Toute son histoire a été construite sur ce genre d'événement. Et il a repris en main sa situation en dépit de tout ce qui lui arrivait. La sécession, l'indépendance du Sud, la question du Darfour. Bon, c'est vrai que sur le plan de la gestion, de la gouvernance, ça pose problème. Mais toujours est-il que... Il faut qu'il y ait un développement économique aujourd'hui pour espérer sortir le pays de ce marasme. Quand même, il y a eu un début d'investissement qui était prometteur pour le Soudan à travers le port Bahr Ghazal, qui a été l'une des immenses ports pétroliers et ports économiques, un véritable hub qui avait assuré plus de 120 000 à 200 000 emplois. Donc il y a quand même des prémices ou bien des chances de se relever économiquement des terres. Non, le potentiel agricole, le potentiel existe. Le Soudan. L'Amérique veut investir au Soudan dans le domaine de l'agriculture. On avait convenu avec les Soudanais de créer ce qu'on appelle de la culture maraîchère pour justement développer l'agriculture et surtout les engrais. Même pour l'élevage au vin. Oui. Donc un pays très fertile où la famine fait rage. On voit la contradiction aujourd'hui qui existe. Merci de nous avoir éclairé donc sur la situation au Soudan. Nous allons passer à notre troisième et dernier thème. Je vous le disais donc dans l'introduction, le Maroc qui connaît son pic d'inflation le plus élevé depuis 30 ans. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de plus de 16%, frappant durement les familles les plus pauvres et poussant plus de 3 millions de personnes supplémentaires en dessous du seuil de pauvreté. Alors, M. Mehdi Mkhalfa, vous avez écrit un livre justement sur El Makhzen. Le titre déjà est très suggestif. On comprend d'ores et déjà de quoi il va être question. On va parler donc de la situation, mais d'abord présentez-nous un petit peu votre ouvrage. Oui, d'abord je tiens à remercier la maison, mon éditeur, la maison Roubiya, qui édite tous mes livres depuis le premier sur le Covid, pavillon Covid-19, 7 jours en enfer. Oui, donc pour revenir à mon ouvrage, c'est mon dernier ouvrage. Si vous voulez je reviens un peu sur la situation des droits de l'homme au Maroc. Un pays que vous connaissez bien. Oui, c'est un pays qui vous a permis aussi d'écrire. Absolument. Donc, si vous voulez, moi, je suis revenu sur cette situation. Si vous voulez, c'est à deux niveaux. C'est au niveau des droits de l'homme et c'est au niveau politique. Oui. Donc, le titre le dit bien, Makhzen. Maroc, retour aux années de plomb. Ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé au Maroc dans les années 60, depuis le début du règne de Hassan II, jusqu'à sa mort en 99, c'est que tous les opposants politiques étaient pratiquement soit tués, soit torturés à mort, soit internés dans des bandes qui étaient pratiquement inconnues de la communauté internationale. Jusqu'en 1991, avec le livre de Gilles Perrault, Notre ami le roi. Et c'est là où il avait parlé des bagnes, dans celui de Tazmamart. Ça, c'est une situation, c'était avec le règne de Hassan II. Arrive son fils, Mohamed VI, et au début de son règne, il s'est fait une petite réputation que tout le monde connaît, le roi des pauvres. On sait qu'il l'a prénommé ainsi. Ah oui, il lui a donné ce nom. On l'appelait la presse étrangère. C'est la presse étrangère, lui. Mais c'est elle qui l'appelait, surtout la presse française. Il l'appelle le roi des pauvres parce qu'il roule les carrosses dans les rues Casablanca, l'avenue des Phares, c'est comme ils disent, le Darb Marrakech,
Aujourd'hui, c'est tout. C'est le vrai roi des pauvres. Ah oui. Vu la situation au début, économique dans le pays. Au début, il a donné une image de roi des pauvres et les Marocains étaient ébahis, stupéfaits. Ah tiens, le roi qui se tremba devant tout le monde avec son char et tout le monde le regardait, s'arrêtait, serrait la main. Et ça, c'était un peu nouveau pour les Marocains. Mais quelques années après, vers 2004-2005, il a essayé de faire des réformes, si vous voulez, sur le plan des droits de la femme. Vous revenez sur les droits de l'homme, beaucoup qui prévalent. C'était d'abord sur les droits de la femme, avec la Moudawana. Ça a été discuté, ça a été prouvé par le Parlement. Mais c'est à ce moment-là que, si vous voulez, un peu les organisations de défense des droits de l'homme, dans la MDH, l'association marocaine de défense des droits humains, parce que qui ont commencé à tarabuster, si vous voulez, le régime marocain sur le sort des disparus. Et ces disparus, c'était lors des crises, si vous voulez, sociales, les années 60, 70 et en particulier les années 80, 81 à Casablanca, où il y a eu, si vous voulez, des manifestations monstres extraordinaires animées par tous les syndicats du travail contre la cherté de la vie. C'est ce qu'on appelait à l'époque la révolte du pain. Aujourd'hui, on y est encore pour la cherté de la vie. Et pour faire plus court, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, on va revenir encore. C'est-à-dire que pour mon ouvrage, je suis revenu, si vous voulez, c'est un peu ce background de mon livre. Oui. Mais avec Mohamed VI, il avait donné, si vous voulez, un peu l'espoir aux Marocains que dorénavant, ce ne sera plus le règne de mon père, mais aujourd'hui, ce sera la démocratie. Mais très vite, ils ont fait le Forum Vérité et Justice, donc ils ont déterré tous les dossiers. Et c'était, si vous voulez, un peu de la poudre aux yeux. Parce que les gens sont morts. Oui, alors aujourd'hui... Et là, si vous voulez, il a déçu tous les espoirs des observateurs que le Maroc allait vraiment s'orienter vers la démocratie. Mais là, ça a été, si vous voulez, un peu la déception. Mais c'est vraiment le retour en arrière avec le harcèlement des défenseurs des droits de l'homme, les emprisonnements, la torture, avec la nomination d'un directeur de la DST qui fait pratiquement de l'ombre, si vous voulez, à tous les tortionnaires connus dans le monde. Donc, situation critique sur le plan politique et sur le plan économique, je vous le disais. On va voir, cela exacerbe réellement les tensions sociales au Maroc qui existent depuis bien longtemps. On regarde ce sujet et on revient juste après pour le débat. De jour comme de nuit, les Marocains sont toujours aussi nombreux à battre le pavé, scandant leurs protestations et criant leur ras-le-bol contre les conditions de vie désastreuses, la flambée des prix et la politique de marginalisation exercée par le Marzen qui les prive de leurs droits les plus élémentaires et qui fait toujours la sourde oreille face à leurs revendications légitimes. À Srirat, la colère gronde. La ville a été le théâtre de violents affrontements qui ont engendré plusieurs blessés. Des émeutes ont éclaté suite à une manifestation contre la pauvreté et l'extrême précarité dans laquelle sont plongés les habitants. Déployés en grand effectif, les forces de l'ordre ont bastonné dans la foulée hommes, femmes et enfants afin de les museler. La rue marocaine reste en ébullition avec un peuple qui ne décolère pas, continuant de sortir quasi quotidiennement dans les rues pour dénoncer l'injustice sociale et revendiquer ses droits fondamentaux face à un régime totalitaire indifférent à ses doléances. On revient donc à un sujet réalisé par Rina Lerari. Donc on le disait, aujourd'hui, une inflation très importante, une sécheresse qui a détruit aussi, qui a impacté toute l'agriculture du pays. On parle d'une crise économique sans précédent depuis 30 ans. On sent l'exacerbation de la rue bouillonne toujours aujourd'hui. Oui, 43 villes quand même qui bougent, qui ont une ébullition des manifestations dans les plus grandes villes du Maroc, Casa, Rabat, Marrakech. Donc Fès, Meknès. Oui, c'est donc les 43 villes, c'est un peu inattendu. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a cette inflation qui surgit, la crise économique.
une inflation de 9,4 selon le commissariat du plan marocain. Donc on va vers un chômage qui va crescendo. Donc il y a pratiquement la population qui est au chômage, qui est pratiquement 60%. Il y a aussi des entreprises qui risquent de fermer. Il y en a beaucoup qui ont mis clé sous la porte. Depuis le corona, il y a eu des faillites depuis le corona. Donc il y a eu... 13 000 entreprises marocaines sont menacées de faire faillite en 2023. En plus, non, c'est risque, mais il y a eu 12 000 déjà qui ont des difficultés, qui ont déposé des bilans pour ne pas faire des dépôts de bilan, pour ne pas subir les impôts, pour faire une évasion fiscale. Ça a été le pire au Maroc. Ce n'est pas simplement qu'il n'y a pas de perspective. C'est vrai qu'il y a des crises économiques. C'est vrai que beaucoup de pays dans le monde ont été touchés par la crise née du corona et succédée par celle de l'Ukraine. Mais au Maroc, ça remonte au loin. Prenons par exemple les provinces orientales. Depuis la fermeture des frontières, et les provinces orientales du Maroc, celles qui comptaient sur le trafic frontalier, ou sur le tourisme frontalier, ou sur les échanges entre l'Algérie et le Maroc, c'est des villes mortes. Aujourd'hui, en dépit depuis Abdelrahman Youssoufi, qui n'a pas cessé de faire des appels de paix à l'Algérie pour qu'on rouvre les frontières. Pourquoi ? Parce que les populations de l'Est, qui étaient les plus importantes en matière d'économie, c'est ça où le poumon économique, c'est l'agriculture, était à l'Est, donc jusqu'au Rif. Donc c'est que ces régions-là sont appauvries. Il fallait trouver des options et des alternatives pour ces régions. On avait promis, le Ben Khéran avait promis qu'il y aurait des industries ou bien des activités qui allaient être créées dans ces régions-là. Ça n'a pas été le cas parce qu'il manque de financement. Il y a eu des crises de corruption auxquelles ont été accusés les membres du gouvernement Ben Khéran, qui a conduit à sa chute. Donc le Maroc s'est fait de la fuite en avant. C'est vrai qu'on a plus qu'1 million de chômeurs qui s'ajoutent au cortège de chômeurs qui sortent des universités aussi chaque année. Ça, on le sait. Donc ce sont des chiffres officiels marocains, pas de l'Algérie, c'est pas nous qui le disons, c'est eux-mêmes. Et là, ça crée quoi ? Ça crée une sorte d'inflation qui monte crescendo, qui n'arrête pas et qui accentue le marasme, qui accentue la révolte. Et non seulement les Marocains ne sortent pas dans la rue parce qu'ils ont faim, ils sortent dans la rue aussi parce qu'ils demandent de la liberté. Dans les revendications du Front social, qu'on appelle la coalition qui a été créée, elle parle de quoi ? Elle parle de la libération des détenus d'opinion, ceux qui sont, Mehdi connaît la prison de Tiflet, qui est devenue pratiquement le porte-flambeau des prisonniers, des détenus politiques, dans laquelle se trouve Omar, le journaliste Omar Hadi, et les plus célèbres, disons, activistes marocains contre le régime du Makhzen. Aujourd'hui, le Makhzen, c'est quoi ? C'est presque on a l'impression que c'est une administration coloniale. C'est plus qui colonise un pays et qui colonise une population par rapport à ce que... Sans chef, avec un chef absent quand même. On va revenir... Ça, c'est une réalité qui est dite par les Marocains. C'est la première fois que les Marocains accusent le Makhzen d'être une administration coloniale. Il y a beaucoup... Elle colonise les Marocains et elle colonise les Sahraouis. Donc, c'est ça un petit peu. Et ça a été dit, il y a des preuves. C'est-à-dire, ils apportent la preuve. Il y a des lois coloniales qui sont toujours appliquées au Maroc, comme celle de l'expropriation des terrains tribaux, qui date de 2019. Donc, l'administration coloniale de l'époque, le protectorat l'avait instauré pour déposséder les Marocains des terres tribales, qui sont les terres communes, ou ce qu'on appelle ici les terres des arches. On enrichit toujours finalement les mêmes et la monarchie. Pour faire des projets fictifs, et en plus... C'est ce qu'avait dénoncé Omar Hadi. Oui, justement, il a fait une enquête sur ça. Omar Hadi parle de ça. Et en plus de ça, il y a quoi ? Il y a le fait qu'on vous prend votre terre sans que vous ayez le moyen de vous défendre. C'est pratiquement du colonialisme. Alors, votre lecture aujourd'hui sur la situation qui prévaut au Maroc avec les chiffres que nous avons donnés. Et puis, face à cette crise, il y a le Makhzen qui a signé un accord avec le FMI pour un prêt de 5 milliards de dollars, ce qui va exacerber encore davantage la pression sur la population qui s'appauvrit. Votre lecture aujourd'hui. Absolument. Non, c'est-à-dire que, comme vient de le dire M. Messari, je vais vous citer quelques chiffres parce que sur le plan, si vous voulez, le Maroc, sur le plan social, ils sont assis sur un volcan. Donc, si vous voulez, tous les indicateurs sont au rouge.
Vous avez un taux de chômage qui dépasse les 12%, il est à 12,3%. Vous avez une dette qui est pratiquement astronomique, à 76 milliards de dollars. Vous avez un taux d'inflation qui avoisine les 8%. Vous avez le pays qui est classé dans 84e sur le taux de perception de la corruption. Donc vous avez tous les indicateurs, tous les éléments. L'inflation, c'est 9,4 mars 2023. Oui, moi, à fin 82, c'était 12%, c'est 2 plus les chômeurs, 12% de plus. Il faut y ajouter que, si vous voulez, la croissance réelle du PIB va chuter de 7,9%. Voilà. Donc vous avez tous les indicateurs macroéconomiques qui disent que ce pays est sur un volcan. Sur le plan social, c'est sur un volcan. Donc ce n'est pas étonnant que ces derniers mois, il y a eu, si vous voulez, et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que les Marocains, généralement, ils ne sortent pas. Ceux qui sont dans la rue pour, si vous voulez, manifester, revendiquer leurs droits, presque quotidiennement, ce sont les diplômés chômeurs et les membres de la société civile, notamment de la MDH, pour revendiquer autant sur le plan politique que sur certaines questions qui concernent le pays. Et ça se passe toujours, si vous voulez, l'avenue Mohamed Khamis du côté du Parlement. Et si vous voulez, c'est pour expliquer un peu, quand on voit, si vous voulez, eux, ils les appellent Mkhazaniya. Ce sont les forces auxiliaires avec la police qui sont envoyés pour réprimer les manifestants. Si vous voulez, ils portent une tenue verte avec des casques. Et si vous voulez, c'est un équipement fourni directement par les sionistes. Donc c'est eux qu'on appelle Mkhazaniya par rapport à leur caractère de défense du Mkhzen, qui si vous voulez, c'est l'administration qui gère, si vous voulez, à l'époque de Moulay Youssef, dans les années 20, c'était, si vous voulez, El Makhzen, c'était l'administration qui gérait les affaires du palais. Jusqu'à devenir, avec Hassan II, si vous voulez, c'est le deuxième pouvoir au Maroc. Et si vous voulez, c'est un peu le cabinet noir qui gère. On regroupe plusieurs entités, le clergé, les hommes d'affaires, les partis politiques, qui gèrent, si vous voulez, en retrait du rideau, en retrait de ce qu'on sait, c'est eux qui gèrent vraiment les affaires du royaume. Et à mon avis, si vous voulez, j'ai vécu quelque temps dans ce pays, même le roi, il est assujetti à la puissance de cette entité qui, comme venait de le préciser M. Msari, qui est constituée de plusieurs éléments. Et vous avez les services de sécurité, vous avez certains partis politiques très influents, comme l'Istiqlal, les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires dont le représentant, c'est l'actuel chef de gouvernement, Aziz Akhnouch. C'est l'une des premières fortunes du Maroc. Très contesté d'ailleurs. Et surtout sa société, c'est lui qui gère pratiquement la distribution et l'approvisionnement du pays en pétrole. Mais c'est pour ça qu'il y a eu la crise des carburants. La crise des carburants. Je vous laisse reprendre votre souffle et boire un petit peu d'eau. Alors, je le disais, donc il parlait de la dette, il parlait de ce prêt. Aujourd'hui, est-ce que ça va aider le peuple marocain? Ça va plus sauver encore les entreprises ou les affaires des grandes multinationales impérialistes? On connaît les mécanismes du FMI. Ils sont assujettis à des conditions draconiennes. Oui. Surtout sur le plan social, surtout sur le plan de fermeture des entreprises qui ne sont pas rentables ou qui peuvent devenir, qui sont budgétivores. Oui. Donc le FMI, nous avons eu l'expérience avec le plan d'ajustement structurel qu'on avait signé avec le FMI. Et ça, d'abord, il faut payer le service de la dette avant de payer le crédit lui-même. Donc c'est ça qui va rendre encore plus difficile le Maroc. Le Maroc, il a deux atouts, qui étaient le tourisme et l'agriculture. L'agriculture, elle a été vraiment balayée par la sécheresse. Oui. Donc, il y a un problème. Donc, il ne peut pas compter sur quelque chose qui représentait 22% de son PIB. Il y a aussi l'intérêt de l'entité sioniste pour les terres agricoles. Ça, c'est récent. Oui. Parlons de la structure économique du Maroc. Oui. Le tourisme avec la COVID-19. Le Covid, ça a fait reculer. Avec la crise mondiale, le tourisme chute lui aussi. Donc, il y a des pays où maintenant, s'il y avait 5 millions qui venaient au Maroc, maintenant les gens ne peuvent pas sortir. C'est-à-dire que les Européens
font des économies, ils font ce qu'ils appellent les Américains staycation, ça veut dire rester chez soi, faire le tourisme dans son pays. C'est ça qui est devenu à la mode en Occident. Donc le Maroc perd sur ce terrain-là. Il gagnait tout comme la Tunisie, parce que si la Tunisie qui compte sur le tourisme, lorsque le tourisme marche en Tunisie, il marchera forcément au Maroc. Mais ce n'est pas le cas parce que les gens ne viennent de moins en moins. Et les entreprises qui investissent dans le tourisme sont devenues aussi rares. On investit parce que l'immobilier a monté. Donc c'est difficile. Donc ces deux secteurs-là s'en vont. Il y a les secteurs, ils comptaient aussi sur le secteur des services. Ce que fait les Marocains, l'argent qui devait revenir au peuple, ils l'ont investi dans le territoire occupé, comme la ville de Dakhla, où ils ont construit des centaines de logements et des villas, pensant qu'elles allaient faire atterrir des touristes étrangers ou bien des gens qui vont habiter. Finalement, c'est des villes fantômes. Il y a des quartiers de Dakhla qui sont des villes fantômes, des quartiers fantômes. Personne ne les achète, personne ne vient les louer. En dépit du fait que le régime marocain essayait de faire la promotion de la région, finalement, même ceux qui ont ouvert des consulats fictifs, juste pour faire plaisir au roi des pauvres, voilà que les centaines de milliers d'argent qui ont été investis dans le Sahara occidental n'ont eu aucun profit. Pourquoi on se pose une question très simple. Pourquoi le régime marocain refuse l'autodétermination au Sahara occidental? Parce qu'il sait très bien, non pas, ce n'est pas une question de biographie ou de corps électoral ou de nombre de lecteurs, parce qu'il sait que les Marocains qu'il a envoyés au Sahara occidental pour changer la démographie du pays vont voter pour l'indépendance. Parce que vous imaginez un Marocain qui est installé au Sahara occidental, qui va voter pour la libération, pour l'indépendance du Sahara occidental, il sera plus riche ou plus à l'aise au Sahara occidental qu'au Maroc. C'est ça, le Maroc a peur de ça. Donc on voit que les investissements n'ont pas été on interdit aux Marocains. Si c'était un pays qui pensait pourquoi les Marocains, ou le régime marocain, n'envoie pas les chômeurs à Dakhla ou à Laayoune? Parce qu'il sait pertinemment, il faut d'abord les laisser passer, et ceux qui travaillent là-bas sont obligés de revenir. Donc lui-même ne croit pas à la pérennité de sa colonisation. Alors parmi les autres problèmes qui se posent aujourd'hui au niveau du Maroc, c'est les longues absences de Mohamed VI, du roi aujourd'hui, qui suscitent des interrogations, même dans les médias étrangers aujourd'hui. Il y a aussi des décisions très importantes qui doivent être prises par le roi et qui les mettent en suspens, ce qui bloque également la situation dans le pays. C'est ça, si vous voulez, ce qui bloque, c'est surtout c'est que le gouvernement n'a pas les mains libres. Le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, ne prend pas de décision, c'est le roi. Or, le roi n'est pas là. Il passe pratiquement son temps à l'extérieur du pays. Donc, si vous voulez, c'est un peu un gouvernement qui fonctionne au ralenti. Et d'où ces problèmes actuellement, la colère, le mécontentement des Marocains qui dont les attentes sociales, si vous voulez, ne sont pas satisfaites par un gouvernement qui est là pour, si vous voulez, un peu gérer le pays, c'est tout. Et je reviens, si vous voulez, sur l'aspect économique, pour dire que, si vous voulez, pour l'agriculture, si vous voulez, au Maroc, c'est le point fort. Oui. Après l'industrie, le phosphate aussi. Non, c'est l'agriculture. Tous les calculs sur les projets de loi de finances au Maroc se font selon les performances de l'agriculture. Et là, ces dernières années, il y a le phénomène de sécheresse. Et s'il y a un phénomène de sécheresse, c'est que les barrages qui servaient pour l'agriculture, pour l'irrigation, parce que vous avez de très très grandes superficies, un peu c'est des cultures extensives pour les céréales, mais surtout pour cette spéculation agricole destinée à l'exportation pour le pays, pour le marché européen. Vous avez, si vous voulez, le concombre pour l'Espagne, vous avez la banane, vous avez certaines primeurs, la fraise, la tomate, qui font un peu les beaux jours des marchés européens, parce que c'est à bas prix, parce que la main-d'œuvre marocaine, si vous voulez, c'est des clopinettes. Et donc les barrages sont vides. Et si les barrages sont vides, enfin, ils ne sont pas vides, mais ils n'ont pas les capacités suffisantes pour irriguer toutes les terres. Et en particulier, celle du Souss-Massadra, région d'origine de l'actuel chef de gouvernement Aziz Akhnouch. Et le roi Hassan II, dans les années 70, quand l'Algérie avait nationalisé ses hydrocarbures, ils avaient créé avec les pays amis, les pays producteurs arabes, l'OPEP, puis l'OPEP, et lui, Hassan II,
tirait une petite fierté. Il disait que nous avons l'or vert, nous n'avons pas l'or noir. Et maintenant, cette arme qui revendiquait s'est retournée contre eux, puisque les barrages qui servaient... Certaines terres sont aussi spoliées, non, par l'entité sioniste? Non, si vous voulez un peu, je ne voudrais pas revenir sur le cas de l'Algérie, mais moi, d'ailleurs, j'en parle. Non, c'est pas dans le prochain livre. Justement, il y a le problème des terres algériennes spoliées par les Marocains dans les années entre 70, 75 et 80. À ce moment-là, si vous voulez, il y avait un dahir royal. Dahir, c'est le décret. Il y avait un dahir royal qui nationalisait toutes les terres des étrangers. Ok, il n'y a pas de problème. Il y avait les Algériens, il y avait les Français, il y avait les Anglais, il y avait toutes les nationalités. Or, en 82, tous les étrangers qui ont été expropriés ont repris leurs terres, sauf les Algériens. Et si vous voulez, dans le grand dossier, le contentieux algéro-marocain, il y a ce dossier et celui des banques. Parce que nous avons une banque qui a été, si vous voulez, on n'en parle pas, on en parle très très rarement. Il y avait une banque qui appartenait à un Algérien et qui a été, si vous voulez, reprise par Tijari Wafa Salaf. La banque Tijari Wafa Salaf, c'est si vous voulez, une des propriétés du roi, qui fait partie de la Société nationale d'investissement. C'est un peu l'ancien groupe l'ONA, l'Union nord-africaine de Hassan II, avec Mohamed VI. Maintenant, le groupe, si vous voulez, financier, le grand groupe financier du roi, c'est la Société nationale d'investissement dont fait partie la Wafa Salaf, le CIH, le Crédit immobilier hôtelier, qui finance justement tous les projets touristiques, dont celui de Saïdia à côté de nos frontières. Parce que, comme disait tout à l'heure M. Mansari, tout l'est du pays, après la fermeture des frontières algériennes, si vous voulez, tout l'est du pays, l'oriental, Oujda, Berkane, El Figuiq, toutes les régions-là, on peut aller jusqu'à Fès et Meknès à 300 km de là. Toute cette région, si vous voulez, a pratiquement du jour au lendemain cessé d'exister sur le plan économique et financier. Alors, vous parliez tout à l'heure de la loi de finances et des terres agricoles. Malgré ce que vivent aujourd'hui la population, ce que vit la population marocaine, la loi de finances 2023 prévoyait un budget assez important pour la monarchie. C'est-à-dire que ça n'a pas été revu à la baisse malgré la crise. Aujourd'hui, on voit que ça part toujours vers la monarchie. C'est pas investi encore pour la population, les investissements. Tout à fait. Il y a d'abord cet aspect-là. C'est toujours gardé. C'est toujours le même chiffre. Et en plus, ce n'est pas simplement... on voit que dans la loi de finances, il y a deux aspects qui manquent, c'est-à-dire rien pour les chômages. Donc il y a une augmentation des taxes, ce qui a conduit aussi à l'augmentation, plutôt à l'inflation. Elle a atteint 18%, c'est récemment. Le mois de Ramadan était terrible pour le Marocain. Donc on a vu qu'un salaire de 2500 dinars par mois ne peut pas suffire parce qu'il faut, pour remplir un couffin aujourd'hui au Maroc, il faut 340 dinars minimum. C'est-à-dire, donc, imaginez pour quelqu'un qui a un salaire de 2500 et qui a une location à 1400 par exemple, il ne lui reste rien du tout. Donc, c'est ça cette difficulté à laquelle sont confrontés les Marocains. Donc, la loi de finances, elle a plutôt consacré des budgets pour le Sahara occidental, elle a consacré du budget pour les événements sportifs, pour le royaume, bien sûr, parce que la gestion, vous savez, peut-être que même Mehdi pourrait l'expliquer, la gestion de la monarchie, ce n'est pas une institution comme en Algérie, on a la présidence. Il y a énormément d'institutions qui sont greffées, qui sont collées à l'institution, pratiquement dans toutes les villes. Pourquoi ? Parce qu'il faut acheter les alliances, il faut acheter la moubaya annuelle, il faut acheter tout ça. Donc ça reste un budget extrêmement énorme et il faut, comment dirais-je, acheter les consciences de tous ceux qui défendent ce régime-là, qui font partie du régime. Donc c'est pour ça que la question de la loi de finances fait toujours polémique au Maroc et constitue un point de discorde entre les mouvances démocratiques ou bien les changements et le régime lui-même.
On terminera avec vous, M. Boukhalifa. Oui, justement, dans cette perspective, justement, comme il venait de le dire, ce n'est pas comme en Algérie, mais au Maroc, si vous voulez, ce n'est pas la distribution, si vous voulez, de l'autorité locale. Vous n'avez pas, si vous voulez, le binôme daïra-wilaya comme chez nous. Là-bas, vous avez les qaïd, vous avez le muqaddam, vous avez les daïra, vous avez le préfet, le chef de la commune. Vous avez un ensemble d'institutions locales qui sont pratiquement qui vivent pratiquement au basque du Makhzen. Et le Makhzen, si vous voulez, il y a toujours dans la finance, il y a toujours un budget pour ces gens qui gèrent, si vous voulez, sur le plan local, l'autorité du roi. Donc, s'il y a des manifestations, c'est à ces gens-là, ils ont leur police, comme le Mkhaznia, ils ont les gardes champêtres, qui gèrent, si vous voulez, le mécontentement social en distribuant, si vous voulez, en faisant, si vous voulez, une intrusion au sein même de la société, avec leur, si vous voulez, c'est comme en Égypte, les Baltaguia. Ils ont leurs gens qui contrôlent, si vous voulez, la colère, le mécontentement social. Avec souvent, si vous voulez, des dotations pour la Zawiya X, les trucs EGAC, et ainsi de suite. Si vous voulez, les grands chefs spirituels des régions, comme Afès, Meknès, Tanger, Tétouan, Marrakech ou le Ben Guerir. Merci Mehdi Boukhalifa. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre El Makhzen, Maroc, retour aux années de plomb. Vous prévoyez un deuxième livre. Vous faisiez allusion à un autre livre tout à l'heure. On va aborder un peu dans ce livre les problèmes entre les Algériens depuis 1975. Merci Kamel Moussari d'avoir accepté également notre invitation. Merci à vous deux. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.